Une partie de la caste médiatique, des milieux du patronat et des partis politiques de droite n'ont pas supporté ça. Ils n'ont pas supporté ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand même? Qui a soufflé sur les braises? Il y a eu une baisse de plus de 10 milliards qui n'avait jamais été vue ces 30 dernières années sur les dotations aux collectivités locales. Macron a poursuivi cette baisse. Moins pour les crèches, moins pour le chauffeur qui avait amené les enfants à l'école quand il n'y a pas de transport en public. Pour la jeunesse. Voilà, pour la jeunesse, pour les associations sportives, pour la culture, etc. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, ça craque. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça. Vous le savez, en pleine offensive de l'extrême droite, le média se bat pour défendre une information libre, indépendante, hors des mains des milliardaires et leur agenda politique. Et on avance des millions de spectateurs sur Internet, puis nous sommes maintenant diffusés sur Free, Orange et pourquoi pas bientôt la TNT francilienne. Et tout ça ne peut se faire sans vous, citoyens et citoyennes. Notre seule force c'est vous, alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme cette semaine, les municipales, ça y est, c'est enfin fini, j'ai envie de dire. La gauche se déchire mais se crie victorieuse, la droite et l'extrême droite vantent une réussite, la Macronie essaie de ne pas s'avouer vaincue, bref, en route pour 2027. Mais qu'en est-il des habitants dans tout ça? C'est parti. Ce dimanche 22 mars avait lieu le second tour des élections municipales. À un an des présidentielles, ce scrutin a été l'objet de toutes les guéguerres politiques, sans oublier les polémiques médiatiques. Paris, Marseille et Lyon restent de gauche et écolos, malgré leurs adversaires à droite et ou à l'extrême droite qui étaient bien en lice. Les écolos perdent par contre plusieurs villes comme Poitiers, et des bastions de la gauche sont tombés dans les mains de la droite comme Brest ou Foix, près de Toulouse, ou encore arrachés par le RN comme plusieurs villes du bassin minier dans le nord. LFI, qui avait remporté Saint-Denis dès le premier tour, gagne aussi à Roubaix ou Vénissieux, mais échoue à Toulouse ou encore Limoges. Le camp présidentiel très divisé, lui, à Le Havre avec Édouard Philippe, Annecy ou encore Bordeaux. Au final, dans les villes de plus de 3500 habitants, LR se hisse premier avec plus de 130 villes, mais aucune de plus de 150 000 habitants. Le PS en a 77, le RN 47, le PCF 37, l'UDI 21, Horizon 21, LFI 9, Renaissance 8, les écolos 8. Et donc après, on a aussi le bilan des 100 plus grandes villes. Les 2/3 restent dans le même camp politique. Les écologistes, on l'a dit, ils perdent 6 de leurs 9 villes. La gauche progresse, notamment LFI, et l'extrême droite aussi. Alors évidemment, nous, on va faire une analyse plutôt humble, parce qu'on n'est que encore à quelques heures des résultats du second tour et tout le monde se perd déjà dans son analyse. Comme je disais, sur les plateaux, tout le monde y va de son petit commentaire. On dirait que tout le monde a gagné. Tous les partis revendiquent de super victoires. Par contre, la guerre des gauches fait rage. Qu'est-ce que t'inspirent ces résultats? On voit quand même une certaine polarisation des votes et une absence des macronistes. Oui, tout à fait. Moi, je pense que la première des choses, c'est qu'il ne faut pas tirer trop de conclusions des élections municipales. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où, effectivement, il y avait deux grands partis, le Parti socialiste et la droite, qui géraient la France avec une forme d'alternance et qui regardaient tous les signaux des élections municipales pour voir ce que ça pouvait amener ensuite à la présidentielle. C'est plus le cas maintenant. Je veux dire, Emmanuel Macron, par exemple, en 2016, il n'avait pas de parti, il n'avait rien. Il a été élu en 2017 en enjambant les municipales, ce qu'il a tout le temps fait pendant son quinquennat ensuite, entre 2017 et 2022. Ça ne l'a pas empêché d'être réélu en 2022. Et on se souvient des scores des municipales en 2021 ou 2020. Il y a eu des très bons scores, par exemple, inattendus, comme le score de Madame Hidalgo, qui était un très bon score, qui était apprécié à Paris, etc. Et ça a donné des idées au PS de se dire, tiens, on va la mettre à la présidentielle. Et à la présidentielle, y compris dans la ville où elle a été élue comme ça victorieuse, elle a fait un très bas score, autour de 1%. Et donc, il faut bien faire la différence entre les élections qui peuvent être des élections municipales et des élections à la présidentielle. Il y a des gens qui vont voter pour des partis différents, parfois municipales, et d'autres partis, parfois, pour les présidentielles. C'est deux élections complètement différentes. Donc, il ne faut pas avoir de cette élection, on va dire, des tendances. Des tendances ou en tirer des conclusions qui peuvent être parfois hâtives et qui pourraient amener à des mauvais choix pour la présidentielle. Donc voilà ce que l'on sait aujourd'hui quand on regarde ça. En premier lieu, c'est ce que je dirais, méfiance en tous les cas sur les élections municipales, qui reste une élection qui a beaucoup été enjambée par des présidents. Ouais, c'est une élection locale finalement, et c'est aussi important, la vie locale. J'ai l'impression que c'est un peu méprisé, que là on a parlé que de 2027, que d'alliance, que de trucs, et on va en reparler après, mais juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il faut prendre cette élection pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une élection locale avec des gens qui habitent dans ces villes et qui ont besoin d'une politique de la ville, quoi. Oui, tout à fait. Une élection locale, comme tu dis, a des particularités parce qu'elle doit répondre à des questions
proprement locales, c'est-à-dire des places parfois en crèche ou des questions de nettoyage ou des questions parfois économiques, de transport, de voirie aussi. Et il est vrai que pendant très longtemps, et je l'ai dit, ça a été vraiment une façon de trouver des débouchés pour des politiques. On se souvient quand même d'un certain nombre de parachutages qui ont eu lieu, qui étaient parfois de l'ordre du ridicule, comme quand on mettait Dominique Strauss-Kahn à Sarcelles. On savait tous que Dominique Strauss-Kahn ne vivait pas à Sarcelles. Quand on mettait Jack Lang à Blois, on savait que Jack Lang ne vivait pas à Blois, mais plutôt à Place des Vosges. Pendant très longtemps, il y a eu des parachutages comme ça dans des terres qui continuent et qui existent encore aujourd'hui. Oui. Mais je pense que ce que demandent les citoyens au niveau local, c'est aujourd'hui des gens qui soient implantés localement, qui puissent répondre, parce que chaque localité a ses spécificités, qui puissent répondre à des problèmes locaux. Les gauches se sont littéralement tirées dessus à l'issue du scrutin dimanche soir. LFI et le PS sont partis assez divisés au premier tour. Dans quelques villes, ils ont joué l'alliance contre le RN pour le second tour, mais ça a provoqué la colère des cadres socialistes. À Paris, le PS et LFI sont restés chacun dans leur coin, malgré la menace d'Atti qui était assez forte. Finalement, elle a été battue par le socialiste Emmanuel Grégoire. Marine Tondelier parle d'une gauche toxique pour elle-même lors de cette campagne qui fustige à la fois des propos inacceptables de Jean-Luc Mélenchon, qui aurait sabordé cette campagne, et en même temps des partisans à la droite d'Olivier Faure qui voulaient raconter qu'on ne pourrait plus jamais travailler ensemble. Olivier Faure, de son côté, juge la provocation outrancière et les dérapages antisémites qui sont une voie sans issue, mais que, en même temps, les gauches irréconciliables conduisent de la même façon à une impasse appelant à ce que la gauche puisse se rassembler sur des principes clairs. Le PS accuse même LFI d'avoir fait perdre la gauche lors de ces municipales. Les Insoumis, eux, disent avoir sauvé les socialistes maintes fois et ne prônent pas vraiment l'union pour les présidentielles, estimant avoir été trahis par le parti d'Olivier Faure. Benjamin Lucas de Génération, qui est plutôt un unioniste de base, se désole pour les électeurs de gauche qui ont subi la cacophonie médiatique de leur camp pendant toute la campagne. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. Nous, on a déjà du mal à suivre. Thomas, comment tu analyses ce raffut médiatique et politique là? Non, c'est très dur à analyser. Moi, je comprends ce que dit Benjamin Lucas, qui est unioniste. Moi aussi, pendant très longtemps, j'ai cru à cette union. Et il est vrai que les électeurs de gauche, pendant très longtemps, demandaient cette union en se disant qu'il y avait plus de choses qui rassemblaient les partis de gauche que des choses où il y avait des différences, notamment sur le point de vue économique. Mais là, globalement, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Quand on regarde, et moi, cette histoire d'union, je n'y crois plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand même? Qui a soufflé sur les braises? C'est-à-dire que quand il y a eu cette dissolution faite par Macron, la gauche s'y est réunie. Elle avait des intérêts personnels, très clairement, parce que Olivier Faure, je le dis, il a été sauvé quand même 2 fois par Mélenchon. Sans Mélenchon, il n'y aurait plus d'Olivier Faure. C'est ça la réalité. Il lui aurait mis quelqu'un devant, c'était fini. Il a été sauvé après la présidentielle de 2022, puis il a été sauvé au moment de la dissolution. Quand il y a eu cette dissolution, les partis de gauche, très rapidement, se sont mis d'accord sur un programme qu'ils ont validé, qu'ils ont lu normalement, ils savent lire, et ils ont été élus, et le NFP est arrivé premier. Et ça, je pense qu'une partie de la caste médiatique, mais aussi une partie des milieux du patronat et des partis politiques de droite n'ont pas supporté ça. Ils n'ont pas supporté ça, y compris Macron en premier lieu, qui a dit il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a pas de vainqueur. Non, il y avait un vainqueur, qui était le NFP. Et à partir de ce moment-là, le but, ça a été de souffler sur les différences pour que cet NFP explose. Alors, il n'y a pas eu grand-chose à faire. Parce qu'il n'y a pas eu grand-chose à faire. Parce qu'ils auraient pu décider de siéger ensemble, ils ont décidé de ne pas siéger ensemble. Il n'y a pas eu grand-chose à faire. Le camp libéral était très apeuré. Ils n'ont pas arrêté de casser la gauche. Ils n'ont pas arrêté de casser, mais au sein de la gauche, il faut aussi faire l'autocritique. Il faut qu'ils fassent leur autocritique. C'est qu'il n'y a pas eu grand-chose à faire pour les diviser. Ouais. C'est-à-dire que des gens... moi, je me souviens... Et Mélenchon avait 23% à la présidentielle. Rappelons-nous de ça. Hidalgo a fait 1%, Jadot a fait, je ne me rappelle plus combien, 4% je crois, Roussel a fait à moins de 2%. Donc tous les gens qui ont été réélus après, ils ont été réélus grâce à Mélenchon. Et ça a servi aussi Mélenchon. Comme je dis, il y a eu des intérêts alignés. L'intérêt individuel de chacun de ces faut le dire, de ces professionnels de la politique a été de retrouver leur poste. Et Mélenchon voulait que tout le monde retrouve son poste pour essayer d'être Premier ministre. Donc tout le monde s'est rangé derrière. Il y a eu mais 3 mois après, des gens qui ont eu leur poste grâce aux 23% de Mélenchon, 3 mois après, ils étaient en train de dire il faut passer à l'après-Mélenchon. Ça, c'était... Et quand il y a eu la dissolution et qu'il y a eu l'extrême droite qui était aux portes du pouvoir, il y a eu cette alliance qui a été faite de circonstances, mais aussi qui a permis à un certain nombre de gens de retrouver leur poste. Certains l'ont quand même perdu, de retrouver leur poste. Et là, pareil, quelques mois après, ça en était fini. Donc, vous savez, il y a
il y a des vieilles histoires que les gens ressassent, il y a des vieilles rancunes, des vieilles détestations, il y a des personnages sur lesquels qu'on peut faire sortir de route, moi je pense assez facilement en soufflant sur les braises. Ça a été fait un peu par le milieu patronal, par la droite, par une partie des éditorialistes politiques qui trouvaient ça insupportable que le NFP arrive, mais aussi la gauche était très divisée, les fissures étaient apparentes de l'extérieur. Donc il y avait juste à appuyer pour que ça se casse. Et là, on voit bien où ça en est aujourd'hui. C'est-à-dire que toute réconciliation, y compris au niveau local, peut paraître ridicule parce qu'on voit des gens s'insulter qui, du jour au lendemain, vont faire semblant de se tenir la main. Enfin, les gens ne sont pas dupes, quoi. Les gens ne sont pas dupes. Oui, parce que ça m'a marqué aussi dans le discours de Gabriel Attal hier soir, ce dimanche soir, quand il a... le discours d'après élection municipale, quoi. Il a tout de suite visé la gauche en disant « Les électeurs du PS, c'est pas normal, je comprends que vous soyez dégoûtés des alliances avec LFI, etc. » Enfin, on voit aussi que le camp libéral se mêle pour faire un gros trait entre le PS et LFI. Le PS et LFI, il n'y a plus de surprise. Je pense que, voilà, c'est mort. Maintenant, ça va être aussi que vont faire le reste de la gauche. Le PC et ELV, va falloir quand même monter. Parce que les écolos, ils adorent être « Ah oui, il faut s'unir. Oh, c'est trop dommage. Économiquement, ça va. » Bon, alors, il y a quand même des différences programmatiques sur certains trucs, mais bref. Marine Tondelier, j'ai l'impression qu'elle essaye tout le temps de se positionner en sage, en disant arrêtez de vous disputer, mais il va falloir faire un choix à un moment donné. En plus, les écolos, franchement, c'est les grands perdants de cette élection municipale. Là. Ils ont perdu des grands bastions. Oui, tout à fait. Moi, je pense effectivement que tu l'as très bien dit, c'est-à-dire c'est le PC et les écolos qui doivent faire la bascule. En fait, là, ils ont été avec le PS. Le PS, il est divisé en interne. Alors, ça dépend. Dans quelques villes, le PC est parti avec LFI. Oui, tout à fait. Et tu as raison de le dire. Mais le PS est quand même divisé. Le PS, il y a une voix qui est plutôt pour l'union, oui, il y a une voix il y a une voix qui pense qu'il faut faire plutôt l'union avec le centre droit, c'est-à-dire que la Macronie. Et d'ailleurs, Darmanin a dit que là, il est pour une grande primaire du centre, allant même jusqu'à une partie du PS. Donc, allant de la droite, du centre et une partie du PS. Donc, il reste encore des gens qui sont restés au PS, mais qui sont plutôt macronistes. Donc là, moi, ce que je vois quand je vois cette élection, c'est-à-dire qu'on voit très bien que le RN... Alors, quand on prend de manière globale, la droite revendique d'avoir gagné, la gauche est en deuxième, et les partis traditionnels pensent avoir gagné comme à chaque élection municipale. Et ils vont faire des scores après... ils ont mis Pécresse l'autre fois après les régionales, pensant que ça allait être Ils vont faire des scores probablement faibles. Qui est-ce qui a un noyau dur? C'est encore une fois le RN qui a son noyau dur, travaillé depuis des années. Et là, on l'a vu, au résultat du premier tour, le noyau dur est aussi chez la France insoumise. Le reste, c'est des gens qui se renouvellent, comme tu l'as dit, qui sont là depuis longtemps, etc. Maintenant, qui a la réserve de voix? C'est ça la vraie question. Qui a la réserve de voix? Moi, je pense que l'extrême droite n'a pas de réserve de voix. Elle va quasiment au maximum. Celui qui a la réserve de voix, je pense, est plutôt du côté de la gauche radicale de LFI, qui a énormément de gens dans des quartiers populaires qui subissent ce système, qui sont des abstentionnistes et qu'ils ont réussi à mobiliser petit à petit. Oui. Donc la réserve de voix paraît plus, à mon avis, chez eux, en termes d'analyse, que dans les partis traditionnels qui ont été complètement désertés, ou dans le RN qui a vraiment optimisé depuis très longtemps et mobilisé des gens qui veulent voter. Nous qui parlons d'économie, est-ce que ça a du sens en termes de programme économique que le PS ballotte comme ça un coup avec les macronistes, un coup avec le NFP, parce que normalement il y a des programmes et des programmes économiques. Alors en local, il y a des grosses disparités entre les partis, notamment sur la politique sécuritaire. On l'a vu à Saint-Denis, entre le PS et LFI, c'est pas le même programme. Mais sur la base de volonté économique, normalement, il n'y a pas des grosses disparités entre les socialistes et LFI. LFI reste un parti de gauche institutionnel. Donc, est-ce que ça a du sens que justement, quand tu dis oui, une primaire jusqu'au PS, programmatiquement, ça n'a pas de sens. Et c'est un peu aussi l'ADN des macronistes, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de programme. Non, il n'y a pas. Mais alors, le PS, quand même, il ne faut jamais oublier que la loi El Khomri, c'est une loi du PS. Oui. Le CICE, c'est une loi du PS. Ne jamais oublier ça, quand même. Leur programme éco, il change, en fait. Oui, que ce qu'a fait Hollande dans la deuxième partie de son quinquennat, Sarkozy n'avait pas osé le faire. Il faut dire la vérité. Ouais. Sarkozy n'avait pas osé le faire. Il a été très loin. Et en fait, la Macronie, parce que n'oublions pas que Macron était ministre, quand même, d'un gouvernement dit socialiste. D'ailleurs, c'est ça qui a plu beaucoup aux éditorialistes. C'est qu'on avait pour la première fois un ministre dit de gauche qui disait des choses encore plus à droite que des ministres de droite. Oui. Donc, on n'avait jamais vu ça. Donc là, les gens disent « Ah, mais c'est génial, il a raison, il est pragmatique ». En fait, la vision pragmatique, c'est la vision libérale des choses. Donc le PS, sous Olivier Faure,
a fait son excuse, a dit bon, écoutez, c'est pas la politique qu'on aurait dû mener. Et ils ont été contre les lois travail qui ont été menées par Macron. Ils ont été contre un certain nombre de choses qui ont été menées par Macron. Donc, on peut dire que la gauche, elle va être contre la réforme des retraites. Elle va être pour la taxe Zuckman. Elle va être contre un certain nombre de baisses d'impôts. Mais une fois qu'on est contre, qu'est-ce qu'on propose derrière ? Et là, est-ce que le PS est pour la retraite à 60 ans ? Je pense pas. Elle avait dit 62, je crois, Hidalgo. Oui, ils veulent pas. Quand on écoute d'autres, maintenant, ils sont perméables à tout. En fait. Pendant la bataille contre la réforme Borne, c'était intéressant parce qu'ils voulaient pas. On avait été à l'Assemblée nationale, on avait dit OK, vous vous battez contre la réforme Borne, mais est-ce que vous voulez aussi revenir sur la réforme Touraine, qui était portée par le PS et qui a augmenté le nombre de trimestres. Mais non, nous on parle que de la réforme Borne. Voilà. En fait, demain, quand on va leur demander quelle taxation on fait, quelle relance on fait, là. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont contre. Là, on peut s'associer. Ils peuvent s'associer, pour être contre parfois ces partis de gauche des réformes de Macron. Mais globalement, quand il s'agit de proposer, là, il y a des vrais différentiels programmatiques. Et je ne pense pas que le PS soutiendra la retraite à 60 ans. Ils l'ont déjà dit. Et donc là, il y a une différence. Voilà. Ouais. Et c'est ça, je pense que les électeurs aussi. Marine Le Pen, dans son 2017, elle était pour la retraite à 60 ans. Elle l'a oublié en 2022. Et puis là, je pense que la prochaine fois, ça ira encore plus loin. Le RN, parce qu'il est en voie de libéralisation intense. Le PS, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils proposent et puis après qu'ils oublient. Et ça, les électeurs en ont un peu marre de ça, je pense. Les électeurs de gauche, en tous les cas. Pour revenir un petit peu sur les municipales, il y a la jeunesse des quartiers populaires qui a su se mobiliser et qui a signé plusieurs victoires à gauche, comme à Bagnolet, Saint-Denis, La Courneuve, Vaux-en-Velin, Sarcelles ou encore Aubervilliers. Est-ce que c'est important que les habitants s'impliquent en politique ? Parce que tout à l'heure, on parlait de parachutage. C'est hyper important. En fait, je pense qu'aujourd'hui, le fait que les gens ne votent plus, c'est justement à cause des partis traditionnels. C'est-à-dire qu'ils ont vu des gens qu'on a parachutés, et le parachutage est toujours douloureux pour ceux qui se mobilisent au niveau local. Il y a des gens qui arrivent comme ça, parce que le chef a décidé que c'était là, ou parce qu'on juge qu'ils sont plus intelligents que les gens qui vivent là, qui arrivent et qui se font élire. Et ça a été comme ça pendant des années, avec des gens parfois qui n'ont jamais mis les pieds dans les villes où ils allaient se faire élire. C'est parfaitement scandaleux. Puis on a vu des gens de gauche, de droite se faire élire et la vie des classes populaires n'a pas beaucoup changé. C'est pour ça que les gens se disent à quoi bon voter en fait. Voilà. Aujourd'hui, on observe dans les quartiers populaires qu'il y a une forte adhésion à certains partis, notamment le parti LFI, qui a des progressions en termes d'adhésion assez impressionnantes dans des villes, par exemple, du 93. Et on voit une remobilisation d'un certain nombre de quartiers populaires parce que les gens qui se présentent sont des gens issus des quartiers populaires. Ce qui est intéressant à La Courneuve, c'est que quel que soit le choix qui aura été fait, c'est que les 3 personnes qui se sont retrouvées en finale au début, à la fin du premier tour, les 3 venaient de la cité des 4000. Donc c'est les 3 qui venaient vraiment de la ville qu'ils voulaient représenter. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose pour la démocratie. On devrait interdire, à mon sens, moi, personnellement, on devrait interdire les parachutages. Parce que ça part du principe, en fait, qu'au niveau local, personne n'est assez bon pour représenter les personnes. Et ça, les parachutages, ils existent partout. Ils existent à LFI, ils existent à la droite, à la gauche, au RN. Et je trouve que c'est une pratique d'un autre temps qui ne devrait pas exister. On doit vivre dans l'endroit où on se fait élire, c'est normal. On ne peut pas se parachuter parce qu'il y a une opportunité, parce qu'on va faire des bons scores. C'est pas entendable. C'est vrai que c'était aussi l'idée des listes citoyennes à l'époque portées par les écolos, toujours d'ailleurs, ou même le PC. Je veux dire, LFI fait cette stratégie de dire vous voulez faire de la politique, faites-le et avec notre logo, mais faites-le. Et c'est vrai que pour rendre à César, c'est quand même il y a aussi les écolos et les communistes qui ont déjà fait ce genre de stratégie politique. On va aussi aller voir quand même côté extrême droite parce qu'ils revendiquent des villes, etc. Le RN a connu quelques victoires dans le bassin minier anciennement communiste du Nord, dans des territoires ouvriers aussi, mais a connu plusieurs défaites avec un front républicain uni en face. Il n'y a pas que des villes ouvrières ou populaires comme l'imaginaire collectif qui a séduit l'extrême droite. Il y a aussi Nice, par exemple, où Éric Ciotti l'a emporté face au maire sortant Estrosi. Et à Paris, Sarah Knafo a été éliminée dès le premier tour, mais les quartiers très riches de l'Ouest ont beaucoup voté pour elle, la candidate Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour. Thomas, est-ce que c'est aussi important de rappeler que l'extrême droite, c'est également un vote bourgeois? Alors, oui, c'est bien sûr. Parce qu'il y a toujours l'imaginaire de c'est dans les campagnes, etc. Ça existe. Surtout dans les grandes villes. Mais ce qui est intéressant, prenons Knafo. Knafo, c'est quand même assez intéressant. Knafo, elle a eu vraiment, on va dire, tout le système médiatique avec elle. Oui, c'était une candidate. C'est-à-dire qu'elle a fait le 20h de TF1 quand même.
Elle était sur CNews comme si elle était chez elle. Elle a eu des campagnes d'affichage à la fin de certains magazines. Tout le monde nous a dit, tous les experts nous ont dit que c'était une super campagne, que c'était comme ça qu'il fallait faire de la politique, qu'elle était intelligente, qu'elle était brillante, même s'ils ne partageaient pas ses idées. C'est toujours ça qu'on nous a dit. Elle arrive derrière Sofia Chikirou, qui, elle, n'a eu quasiment aucun média, à part des médias indépendants, hein, notamment le média, qui n'a pas eu de gens qui ont dit qu'elle avait fait une super... Et elle est arrivée derrière elle. Donc vous voyez, ça c'est une leçon pour moi, et une leçon et une preuve de la déconnexion que peut avoir parfois les médias traditionnels c'est comme sur la politique. Voilà, on l'a vu absolument partout, et le seul candidat à place publique, il a perdu. Exactement. Voilà, on a l'exemple parfait. Ce matin, il était encore à la radio. Bon, il a fait un très grand score, il a fait un score intéressant, un bon score quand même aux européennes, mais pareil, son parti n'a pas fait de grands résultats. Donc ça, c'est assez marrant, comme il y a une forme quand même là de déconnexion. Et l'extrême droite a le vent en poupe. C'est pour ça que ce qui est étonnant, ce qu'il faut quand même regarder dans ces résultats, c'est aussi ce qu'ont voulu nous dire en fait le bruit de fond. Le bruit de fond, c'est les éditos politiques, c'est les représentants du patronat, c'est ce qu'on va entendre constamment. En fait, ils ont voulu nous dire, grosso modo, LFI n'est pas le bon vote. Il ne faut pas voter pour ce parti. Beaucoup de gens ont dit que LFI avait, grosso modo, la même image que le Front National sous Le Pen à l'époque, et donc il ne fallait pas voter pour ce parti-là, etc. C'est ça qui a été dit. Et on voit une percée quand même dans certains quartiers avec des très bons scores, et même dans certaines villes comme Toulouse au premier tour, malgré cela. Alors que dans d'autres cas, sur d'autres partis, notamment le parti d'extrême droite, où il y a eu des abus aussi, il y a plein d'abus, des gros abus, il y a eu des preuves d'antisémitisme, etc. Ah non, mais le RN, ils appellent ça des brebis galeuses, mais il y a plus de gens pas brebis galeuses que de brebis galeuses. Et là, on en fait... Les médias n'en font jamais une affaire, etc. Et on se rend compte qu'il y a une normalisation de ce parti-là. Et il fait effectivement parfois des bons scores, mais pas partout non plus. Oui, c'est bien de le rappeler, ces fameux brebis galeuses. Moi, j'aime pas trop ce terme, parce qu'en fait, c'est littéralement leur idéologie, la profondeur de leur idéologie. Sarah Knafo, elle a été invitée en amont. Après sa défaite, elle était encore chez Apolline de Malherbe. On lui demande si elle va être présidente. Son parti a 3 personnes. Non, mais c'est impressionnant. Donc il y a des gens qui sont nommés tout de suite comme présidentiables, en disant des choses sérieuses, même si on ne partage pas leurs idées, entre guillemets, et d'autres personnes qui, d'entrée de jeu, sont stigmatisées, vues comme des gens pour qui il ne faut pas voter, pour justement que dans la tête des gens, il y a une forme de ceux qui votent pour ce parti-là, en l'occurrence LFI, il y a une forme de honte à dire qu'on a voté pour ça. Et malgré cela, ils font des scores quand même assez impressionnants. Donc ce qui veut dire, techniquement, quand on regarde, qu'ils ont un noyau dur beaucoup plus fort, en tous les cas au niveau local, qu'il ne l'était en 2020. Sur les candidats du RN qui ont eu des sorties complètement racistes, antisémites, absolument horribles, je salue ce travail des confrères de Street Press qui ont fait une énorme carte, et nous aussi, il y a notre service enquête mené par Nadia Souni qui avait sorti des vidéos accablantes, qui n'ont pas fait un énorme buzz, parce qu'encore une fois, on parle du RN, mais c'est important d'en parler, et c'est pour ça que les médias, heureusement que les médias indés sont là quand même pour en parler. Est-ce que ça montre aussi que cette banalisation de l'extrême droite et cette tolérance, avec un racisme et un antisémitisme assez exécrable, est-ce que ça montre aussi que l'extrême droite, en fait, elle n'est pas très dangereuse pour les plus riches et pour la caste politique ou l'élite, parce qu'on l'a toujours dit, le programme du RN, ou alors encore pire de Reconquête, c'est des programmes très libéraux qui, s'ils sont au pouvoir, ne vont pas aller chercher, vont pas faire du mal aux plus riches, quoi. Bien sûr. Je pense qu'ils ont eu... on va dire que le milieu du patronat a eu une frayeur à l'époque. Dans toute l'histoire du Rassemblement national, ils ont eu peut-être une frayeur au moment où Marine Le Pen voulait sortir de l'euro. Là, ils ont eu une frayeur, et je me souviendrai toujours, moi, de Challenge qui faisait la première page en disant que c'était un programme économique horrible qui nous emmenait droit dans le mur. C'était cette période-là. Mais depuis, elle a fait sa mue. Entre le programme déjà de 2017 et 2022, on n'est plus dans le même programme du tout, hein. Ça a changé sur beaucoup de choses. Sur la retraite à 60 ans, sur la hausse du SMIC, sur des choses comme ça. Et là, entre Bardella et Marine Le Pen, là, le mariage est en train de se faire. Là, le mariage entre le libéralisme et la xénophobie, elle est en train de se faire. Là, le patronat a fait une grosse partie de son mariage avec le Rassemblement national. Et il ne s'en cache plus. Il ne s'en cache plus. Donc, Et pour les villes du bassin minier qui sont tombées dans les mains du RN, il y a aussi Hénin-Beaumont qui est dans les mains d'extrême droite, c'est leur fief. Le maire sortant, Steve Briouat, a été réélu à plus de 78% des voix dès le premier tour. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Est-ce que
tu dirais à Civil Ouvrière, en fait, le RN, c'est votre faux ami. Enfin, ils ne sont pas du tout dans une politique. Moi, je leur dirais, il faut... Alors, je pense ils ont tellement changé de programme économique que dans la tête des gens, il y a des souvenirs parfois peut-être de programmatiques, de promesses, etc., à une certaine époque. Mais là, je leur dirais, le RN est une imposture sociale. C'est une imposture sociale, très clairement. Et que les chiffres qui sont avancés d'économie sur la préférence nationale, c'est-à-dire sur des mesures xénophobes, en réalité, n'auront pas lieu. Et donc, ce qui va se passer, et d'ailleurs, c'est déjà en train d'être détricoté, et Bardella, quand il voulait être Premier ministre, l'a détricoté une grosse partie, c'est toutes les faibles mesures sociales qui avaient été mises en avant, qui ne vont pas exister. Donc, en réalité, ça va être quoi ? On l'a dit plusieurs fois ici, ça va être du Mélanie. C'est-à-dire qu'on va avoir les milieux économiques qui vont être satisfaits, et de l'autre côté, on va avoir une possibilité de dire haut et fort ce qu'on pense, parce qu'on a mis sur la tête de l'immigré la responsabilité de tous les maux économiques de la France. Puis en local, les conséquences du RN se voient. À Hénin-Beaumont, augmentation ou privatisation des services publics. Et nous savons tous, la crise de 2008 vient de l'immigration, la crise de 2020 vient de l'immigration, la crise de 2020 de l'inflation vient de l'immigration. Voilà, les usines qui ont fermé, la désindustrialisation, c'est à cause de l'immigration. Enfin, faut arrêter, quoi. Mais c'est bien de rappeler aussi que le vote RN est un vote avec beaucoup de motivation raciste. Il n'y a pas que le gentil qui a perdu du pouvoir d'achat. Surtout maintenant. Mais c'est important de le rappeler quand même. La seule constante, elle est là. La seule constante, elle est sur la question. Que gagner du pouvoir d'achat, quoi. Ouais, complètement. Tout le monde se tire la victoire, on l'a dit sur les municipales, mais la vraie gagnante, c'est quand même l'abstention, 43% au second tour des municipales. Au niveau de la sociologie, c'est les classes précaires qui ont moins voté que les classes aisées. Est-ce que Thomas, tu peux l'expliquer ça ? Ben voilà, c'est exactement. Ça a toujours été le cas. C'est les classes populaires qui votent le moins. Les classes populaires, où est-ce qu'elles peuvent aller ? Elles peuvent aller majoritairement soit un programme de rupture type LFI, soit en partie dans certaines villes, et on le voit déjà, du côté du Rassemblement national. Parce que les partis traditionnels ont trop trahi. La droite de gouvernement, elle y a été, la gauche... Voilà. Sauf que moi, ce que l'on peut voir, c'est que je pense que le RN fait déjà le plein de ces votes-là. Elle arrive à les mobiliser. Par contre, la LFI a un réservoir de vote chez les abstentionnistes. Donc, tout l'enjeu pour elle, ça a été d'essayer de convaincre, de faire, et ce qu'elle a réussi dans certains quartiers, de faire voter des gens qui n'allaient plus voter, qui n'y croyaient plus, de les remettre sur le chemin de la politique. Et là, ça va être ça le pari, je pense, pour 2027. C'est le pari, je pense, qu'aussi a fait Jean-Luc Mélenchon, de se dire il faut absolument mobiliser ces abstentionnistes, parce que c'est eux la clé de la victoire. Les classes supérieures, elles votent déjà. Et elles votent plutôt pour des partis centristes, ou PS, ou la droite, etc. Mais aussi bien à droite et à l'extrême droite. Voilà, ouais, aussi dans certains endroits, tu as raison. Quand on voit LR... le Sud, voilà, effectivement. Et après, il y a une grosse partie de gens qui sont jeunes, dans des situations difficiles, et qui ne vont pas aller voter. Et là, il y a un réservoir de voix potentiel, je pense, pour la France insoumise. À la base, les municipales, c'est l'élection préférée des Français. Le budget 2026 a réduit la marge de manœuvre des maires qui multiplient les alertes. L'État réduit son soutien, par exemple, à l'effort des collectivités en faveur de la transition écologique. Le fonds vert baisse de 313 millions en 2026, ou encore gèle le montant de la dotation globale de fonctionnement au niveau de 2025. Bon, c'est assez ironique quand c'est les maires de droite ou les libéraux qui se plaignent, parce que c'est leur fait, le budget austéritaire libéral, mais est-ce que tu trouves aujourd'hui que les collectivités locales sont en difficulté pour appliquer une vraie politique locale ? Et bien sûr, elles sont étranglées. Elles sont étranglées parce qu'il y a eu une baisse, on va le rappeler, on va le redire ici, il ne faut jamais l'oublier, une baisse des dotations aux collectivités locales qui a été mise en place sous Hollande, donc le PS, pour compenser en partie le CICE, le cadeau donné aux entreprises qui a profité majoritairement aux grandes entreprises. Donc il y a eu une baisse de plus de 10 milliards qui n'avait jamais été vue ces 30 dernières années sur les dotations aux collectivités locales. Macron a poursuivi cette baisse. Alors il dit non, j'ai rien changé, mais il a poursuivi la baisse. Donc au bout d'un moment, ça veut dire quoi ? Vous avez moins de dotations pour les fonctionnaires des collectivités locales, c'est-à-dire ceux qui font vraiment le nettoyage, les forêts, la voirie, moins pour le périscolaire, moins pour les crèches, moins pour le chauffeur qui avait amené les enfants à l'école quand il n'y a pas de transport en public. Pour la jeunesse. Voilà, pour la jeunesse, pour les associations sportives, pour la culture, etc. Et en fait, ça a commencé à craquer. Alors, vous savez, quand vous avez une perte comme ça, au début, les collectivités, elles essayent de faire avec. Donc, elles compensent à droite, à gauche, etc., ou elles s'endettent. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, ça craque. Et bien là, on a vu, les crèches commencent à craquer, le périscolaire craque, ils ont des problèmes de recrutement parce qu'ils payent très mal, et ainsi de suite. Et donc, elles sont étranglées, petit à petit. Et c'est vrai que le budget ne change pas ça, parce on pense que les collectivités locales, elles vivent au-dessus de leurs moyens, et donc il faudrait baisser. Mais si on baisse, il y a des impacts très concrets dans la vie locale. Et en cela,
elle n'avait pas tout à fait tort, Sophia Chikirou, quand elle rappelait que Dati et Grégoire avaient voté finalement quasiment le même budget. Et c'est ça aussi, les problèmes de clarification... Le PS n'a pas voté le budget, il l'a pas censuré. Non, il l'a pas censuré, excuse-moi, oui, pardon. Il l'a pas censuré, tu as raison de le dire. Mais tu as raison de le dire, oui. Mais après, c'est ça, en fait, l'importance de ce qui se passe à l'Assemblée nationale a un impact, en tous les cas, très direct sur les collectivités, ça c'est sûr. Et pour finir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Là, donc les plateaux se sont déchirés, on a parlé des unions, des tirages de vestes, etc. Mais en fait, ces élections municipales-là, elles ont de vraies répercussions sur la population par rapport au budget après des collectivités locales, tu le disais, la politique menée. Oui, complètement. Bah oui, bien sûr. C'est la vie quotidienne, les collectivités locales pour les habitants. C'est la vie quotidienne. C'est les crèches, le périscolaire, l'entretien des parcs, l'entretien des forêts, l'entretien des voies. Même les activités pour les jeunes. Les activités des associations, etc. Quand tu baisses de l'argent aux associations, il y a moins d'associations sportives, il y a moins de présentation de sport au niveau, d'activités culturelles au niveau local. Et ça a des vrais impacts, ça. Des impacts concrets, surtout quand vous êtes dans des communes de banlieue ou sur des territoires un peu éloignés de centre-ville. C'est ce qui fait vivre la commune. Oui. Sans cette activité-là, c'est fini. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. Vous le savez, en pleine offensive de l'extrême droite, le média se bat pour défendre une information libre, indépendante, hors des mains des milliardaires et leur agenda politique. Et on avance des millions de spectateurs sur Internet. Puis nous sommes maintenant diffusés sur Free, Orange et pourquoi pas bientôt la TNT francilienne. Et tout ça ne peut se faire sans vous, citoyens et citoyennes. Notre seule force, c'est vous. Alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Et merci d'avoir été aussi nombreux à suivre notre soirée électorale ce dimanche soir en direct. Vous étiez vraiment des milliers. Donc merci beaucoup. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.